Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes le lundi 16 octobre 2023, il est 10h30 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h30. On est en direct bien sûr. Alors aujourd'hui, première partie d'émission, nous parlons d'inclusion scolaire bien sûr et nous allons explorer les défis et les solutions liées à la scolarisation de tous les enfants, quelles que soient leurs différences. Deuxième partie d'émission consacrée aux rubriques conseils pratiques. Nous recevons le docteur Amel Lahrache. Elle nous parlera du programme qu'elle lance sur les réseaux sociaux, un programme de prise de conscience qui s'intitule « Et alors, je suis naturelle ». Wahida Salim-Shrif nous parlera de art-thérapie pour les enfants à besoins spécifiques dans sa rubrique « Wichar » en fin d'émission. Voilà le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans l'émission « Ma famille, ma vie ». Ça commence maintenant. L'inclusion scolaire est la clé pour ouvrir la porte vers un avenir de diversité, d'acceptation et de succès pour tous les enfants. Le thème du jour aujourd'hui, l'inclusion scolaire, l'école de la diversité. Si ce thème vous parle, si vous avez envie de nous poser des questions ou témoigner, une seule chose reste à faire, composez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Farah Hassid. Vous êtes présidente de la Fondation Elias pour l'autisme. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, bonjour à toutes et à tous. Avec nous aussi Madame Kinza Madi, vous êtes doctorante en orthophonie et orthophoniste à l'EPSP de Bouzrea. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci, bonjour tout le monde, merci à vous, merci Mounia pour l'invitation. Alors un sujet important qu'on traite souvent dans l'émission Ma famille, ma vie, et je vais commencer par une question assez simple pour vous mesdames. Quelle est la signification des besoins spécifiques dans le contexte de l'handicap? Madame Madi? Donc, par rapport à la signification, si on parle déjà d'inclusion en premier lieu, c'est qu'on parle aussi d'insertion et d'intégration. Donc, ce qui englobe l'inclusion et l'intégration, c'est bien sûr l'insertion. Si on parle d'intégration, c'est de mettre l'enfant dans une classe spécialisée au sein d'un établissement. Par contre, l'inclusion, c'est de mettre cet enfant dans une classe ordinaire avec ses pairs. Par rapport à la signification, donc les besoins, ces besoins-là, donc ils sont des besoins résultant d'un trouble, d'une situation ou aussi d'une spécificité. Cette spécificité, justement, que cet élève-là n'arrive pas ou a du mal à apprendre comme ses pairs ou comme les enfants, bien sûr, de son âge. Donc, c'est ce qui signifie réellement cette inclusion, cette spécificité. D'accord. Madame Farah Hassid, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Et comment? Bon, tout d'abord, je vous remercie pour le thème de cette émission. Et effectivement, la question est intéressante du fait qu'il faut commencer par définir les besoins spécifiques, l'expression étant maintenant un synonyme du mot handicap. Oui. Quand on dit handicap, on dit besoin spécifique. Et aujourd'hui, nous allons profiter pour mettre à jour un petit peu les données et informer nos téléspectateurs sur la définition actuelle de l'Organisation mondiale de la santé concernant le handicap. Maintenant, il n'est plus question de compter que la déficience, entre guillemets, ou bien l'incapacité. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui rentrent dans cette définition du handicap, comme par exemple des facteurs personnels liés au niveau socio-économique. Il y a aussi d'autres facteurs externes à la personne qui peuvent être ou facilitateurs ou obstacles dans sa participation à la vie sociale. Et c'est là où rentre le handicap. C'est-à-dire si cette personne participe à sa vie sociale, si elle arrive à avoir des habitudes de vie, elle n'est plus en situation de handicap. Mais si par contre l'environnement, et là maintenant c'est comme ça qu'on définit le handicap, c'est l'influence de l'environnement sur la personne. La personne, elle est née comme elle est, elle est comme elle est. On peut pas, c'est pas elle qu'on définit, mais c'est son environnement. Donc si l'environnement pose problème, si l'environnement pose des obstacles,
la personne est en situation de handicap. D'accord. Alors, oui, bien sûr, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, c'est bon. On voit justement en image. Voilà, donc là, c'est un schéma simplifié de cette définition qui a été bien expliqué, publié par l'OMS dans ses diverses publications et classifications. Ici, en l'occurrence, c'est la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Donc, c'est comme ça qu'on définit le handicap. Ce n'est plus lié à la personne, mais c'est lié à son environnement. Voilà, donc on demande à tout le monde, toute personne qui rencontre une personne différente ou qui présente des troubles, de se poser la question, sommes-nous des facilitateurs ou des obstacles vis-à-vis de cette personne? D'accord. Et comment justement réussir l'inclusion à ce moment-là? À ce moment-là, eh bien, il faut justement ajouter des choses qui facilitent l'inclusion, les fameux besoins spécifiques. Qu'est-ce que c'est? Et notamment dans l'inclusion. Donc, par rapport aux besoins, par rapport à l'environnement, ce qu'il pourrait apporter à cette personne ou bien pallier à son handicap, c'est ça en fait. Ça peut être un apport technique, ça peut être un aménagement, parce qu'il faut préciser que ces définitions ont été faites à la base par des personnes en situation de handicap physique. Oui. C'est eux qui ont travaillé, qui ont pu introduire cette vision, pas uniquement médicale, mais aussi de droit humain et environnemental. Donc, vous avez l'aménagement pour l'accessibilité et puis vous avez l'aide humaine. Oui. Et c'est là où rentre entre autres l'auxiliaire de vie scolaire. L'auxiliaire de vie et toute une équipe pluridisciplinaire. Absolument. Qui rentre qui travaille ensemble, aussi l'orthophoniste bien sûr. Et quel est le rôle justement de l'orthophoniste? Je dois ajouter quelque chose par rapport justement à l'OMS. L'Organisation mondiale de santé avait mentionné plusieurs types d'handicap justement, qui sont l'handicap. Donc si on parle d'handicap, c'est vrai qu'on a la société et tout, mais on a le cas lui-même. Donc ces types d'handicap, on a ce qui est handicap moteur, ce qui est organique sensoriel, par exemple le visuel et auditif, donc les malentendants, malvoyants ou aveugles et sourds. On a aussi l'handicap psychique, les handicaps intellectuels et donc tout ce qui est difficultés scolaires, les 10, donc ce qui est spécifique. On a aussi tout ce qui est handicap psychique. Le polyhandicap aussi. Et on a aussi les autistes. On a justement une liste, si on peut avoir aussi sur l'écran, de tout cela, voilà. Des types, voilà. Donc, par rapport à ces types-là, donc chacun a ses spécificités. Donc, on a aussi l'handicap moteur, donc ce qui est physique, on a ce qui est organique, ce qui est cognitif, voilà. Donc, par rapport à donc à chacun ses fonctions où l'atteinte se situe par rapport aux fonctions. Soit physique, soit psychique, soit cognitif. Donc par rapport à tout cela, donc chaque enfant ou chaque élève a certainement besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire, bien sûr. Personnalisée, bien sûr, selon l'handicap. Exactement. Avant tout ça, il a déjà besoin d'un diagnostic. Donc le diagnostic, on sensibilise toujours et on resensibilise par rapport au diagnostic précoce. Donc, avant l'âge scolaire, justement. Donc là, si on parle aussi d'inclusion, d'insertion et d'intégration, on ne parle pas seulement de scolarité, mais aussi avant l'âge scolaire. Diagnostic précoce, qui veut dire quel âge, à quel moment s'inquiéter? Avant 3 ans, voilà. Parfois même au bout des premières, par exemple, tout ce qui est handicap mental ou handicap, tout ce qui est syndrome aussi, par exemple la trisomie, tout autre syndrome voyant, donc on peut voir, qu'on peut détecter dès le premier âge, dès la naissance. Donc là, on peut poser directement un diagnostic et commencer la prise en charge même à 6 mois. Voilà. Et dès qu'on a un doute, bien sûr, on consulte. Bien sûr, des orthophonistes, des psychologues, des spécialistes, même un pédiatre, n'importe quel spécialiste qui pourrait nous orienter, nous aider par rapport à ces difficultés ou des symptômes qu'on remarque sur l'enfant. Donc, parlons aussi de prise en charge orthophonique. Donc, par exemple, je suis orthophoniste de santé scolaire. Donc, c'est les premières personnes où ces enfants-là scolarisés vont être orientés chez l'orthophoniste et le psychologue scolaire. Donc le premier rôle qu'on a, c'est un rôle préventif déjà. Donc on se déplace déjà aux écoles, on fait le dépistage, on détecte ces enfants-là, on les repère, on les convoque. Par la suite, ils bénéficient on fait de l'exploitation des programmes individualisés
Donc chaque enfant va bénéficier d'un programme individualisé avec son thérapeute selon ses spécificités ou ses besoins. Le troisième point, qui est très important, c'est qu'on assure la coordination entre parents et établissements, donc scolaires, directeurs et enseignants, aussi entre enfants et éducateurs. Donc là, bien sûr, par cohérence. Donc, quand j'interviens avec cette école, c'est de manière objective, de manière scientifique, que j'essaye aussi de défendre cet enfant. Parce que j'y crois en cet enfant, je sais qu'il est capable. Peut-être l'autre ne peut pas comprendre ses difficultés, mais entre-temps, il a certaines difficultés, mais il a sûrement des capacités. Ces capacités qu'on doit dégager en lui. Et justement, quels sont les signes ou les défis courants auxquels vous êtes confrontés lors de l'accompagnement d'enfants en milieu scolaire et comment les abordez-vous? Bon, déjà en premier, c'est beaucoup plus ce qui est comportement, donc comportemental. Un enfant en difficulté, s'il se sent incapable ou différent des autres, il va réagir de manière inadaptée, entre parenthèses, par rapport à ses pairs. Donc là, il essaye de couvrir ses incapacités par un comportement, c'est réactionnel. Voyez, donc ces réactions-là vont le pousser aussi à avoir des troubles d'attention, de concentration, où il en a déjà. Donc là, les enseignants, parfois, ils ont peur de cet enfant. Ils ont peur par rapport aux résultats. Oui. Donc, par méfiance, par peur, l'enseignante, c'est normal, elle attend tellement envie que tous les enfants, tous les élèves auront de bonnes notes et de bonnes moyennes. Donc cet enfant, il a sûrement besoin d'une prise en charge spéciale. D'où l'importance de l'AVS. Dans certains cas, dans ce genre de cas, Madame Farah Hassid? Oui, bon, l'AVS, effectivement, je rejoins Madame sur le fait que c'est un élément de l'accompagnement. Ce n'est qu'un élément. Et ça dépend des cas. Il y a des cas qui n'en ont pas besoin. Quand l'enfant est bien encadré, quand il est bien accompagné, quand quand il y a justement ces unités de dépistage et de suivi au sein des écoles, ça se passe merveilleusement bien. Et je dois dire que même les cas où il était prescrit des AVS pour eux, n'en avaient plus besoin du fait qu'il y avait un travail collégial entre les thérapeutes sur place, les enseignantes qui n'avaient plus peur du coup parce qu'elles étaient rassurées aussi. Rassurées. Une fois qu'on leur explique, c'est terminé. Et puis voilà. Mais l'auxiliaire de vie scolaire, c'est dans des cas bien précis où vraiment l'enfant ne doit pas perturber le cours. Voilà. Ses camarades aussi. Donc elle n'est pas indispensable à tout élève. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Maintenant, si on parle justement des élèves avec troubles neurodéveloppementaux, parce qu'il n'y a pas que l'autisme, tout à l'heure nous avons vu une autre classification, elle a été affichée, c'est la classification internationale des maladies, la fameuse CIM, qui là montre que l'autisme fait partie d'un groupe de troubles. Il n'est pas tout seul. Vous avez les TDAH, les troubles, je veux dire, de l'attention, de l'apprentissage dans lesquels il y a les troubles 10. Il y a tous ces troubles-là qui sont à prendre en considération. Chaque trouble, il réagit différemment. Et le problème, peut-être que Madame pourra confirmer, le problème, entre guillemets, c'est les crises en fait. Parce que les enfants, qu'ils aient des problèmes de compréhension ou bien de concentration à la rigueur, ça peut toujours passer et l'enseignante peut même laisser passer cela, mais quand il y a une crise, et c'est ça le sujet. Et comment justement réagir quand il y a une crise? Voilà, donc pour faire un raccourci un peu trop rapide, l'inclusion, ce qui pose problème à l'inclusion, c'est la crise. Pour résumer. Et cette crise, elle est vécue différemment d'un enfant à l'autre et d'un trouble à l'autre. Alors, vous avez certains, et ces crises sont d'ailleurs liées à un sentiment d'anxiété ou bien de pression qui fait que cette... Conscience. De conscience. Oui, la conscience de l'enfant. Donc il est tellement conscient par rapport à ses difficultés. Absolument, absolument. Mais là, c'est avec lui-même que ça se pose effectivement. Et donc c'est pour ça que si par exemple un enfant se lève,
il est en situation de crise. Si l'enfant commence à bredouiller, à dire quelque chose, selon l'enfant, il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, il y en a qui se lèvent, il y en a qui veulent sortir de la classe, il y en a qui commencent à tourner dans la classe, il y en a qui commencent à frapper sur la table, etc. Donc ce sont des réactions où il faut l'intervention de l'auxiliaire pour ne pas perturber le cours. Ou de l'enseignante parfois. Quand vous Ou de l'enseignante. On a justement une image qui explique comment réagir justement. Oui. Là, c'est un traitement comportemental. C'est une méthode connue par les thérapeutes. C'est la méthode ABA qui n'est pas non plus applicable à tous les cas. Voilà. Mais là, c'est en situation de crise. Il est conseillé, donc l'auxiliaire doit quand même avoir un minimum de connaissances pour savoir gérer une crise. Justement, c'est pour ça qu'on est là. Exactement. Oui, mais quand même, c'est-à-dire, elle peut pas. L'idéal serait de prendre l'enfant, de le sortir de la classe et de l'emmener dans le bureau de l'orthophoniste, de la spécialiste ou de la psychologue. D'ailleurs, c'est d'eux dont on a le plus besoin. Ce sont les orthophonistes, les psychologues, les ergothérapeutes, toutes ces personnes qui travaillent sur la thérapie, qui travaillent sur le développement de l'enfant, plus que d'autres spécialités. D'accord. Alors aujourd'hui, nous parlons d'inclusion scolaire, l'école de la diversité. Donc si vous voulez nous poser des questions ou si vous voulez témoigner, une seule chose à faire, composez le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre justement un reportage sur l'insertion des enfants en situation de handicap en milieu scolaire proposé par notre journaliste Yasmine Belhidja. On revient tout de suite après. L'éducation et l'enseignement sont un droit pour tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap. À l'école Mohamed Bada, on trouve des classes spécialisées pour les enfants trisomiques. Un cadre sécurisé, confortable et des maîtresses qualifiées. L'éducatrice, elle doit être formée. Nous, on est diplômés, on a des formations en éducation petite enfance. On a les stages pratiques, qui sont dans des crèches avec des enfants ordinaires, pour ne pas dire normaux. Et nous avec des enfants, on a choisi, c'est un choix. Avec l'expérience, tous les et on apprend beaucoup, même l'enseignante. C'est des orthophonistes, donc tu vas vraiment... Et on fait notre petite recherche parallèlement, où l'association des petits séminaires, des congrès, elle nous ramène des spécialistes. Donc on essaie de s'améliorer tous les jours. عندي ماستر orthophonie, pathologie de langage et de communication. مرض اللغة والاتصال. التحقت بالجمعية هذه وانا نخدم فيها. ساعدتني باسك شغل لي تريزوميك انا كنت ديجا قريت عليهم ودرت الميموار ديالي عليهم. الميموار تاع الماستر درتها على لي تريزومي ثم كملت معاهم. Avec une prise en charge spécifique et personnalisée, les enfants apprennent avec des méthodes et un rythme qui leur convient. L'initiation à la lecture, à l'écriture et aussi les calculs représente l'objectif principal des maîtresses et des éducatrices. انا كثرتها نستعمل معاهم الملموس شغل الكتيبه شويه عندنا باغ اكزومبل كيما الحروف العجينه يمسوا هذاك الحرف ملح كي يكون خارج شويه كيما الكتيبه ندير لهم نقاط يتبعوا بيديهم هذاك النقاط توجور نستعمل العفايس الملموسين اكثر من الكتيبه فهمتيني كيما الحسابات نستعمل توجور القرايصات والخشيبات دائما هذوك اللي نستعملهم واشاك فنعاود لهم وعندي شاك فان سيمان عندهم يدوا البروغرام اللي درناه كامل في سمانه يدوا للدار يخدموا خدمتهم مع الاولياء ديالهم. Là, on se partage les tâches. La matinée, c'est les cours, c'est l'apprentissage avec l'écriture, la lecture et tout ça. Ou la chia, c'est on renforce le cours de la matinée. Par des activités, des jeux de psychomotricité et tout ça. Voilà, donc en gros, c'est un travail complémentaire. L'un ne peut pas se séparer de l'autre. L'enseignante et l'éducatrice, c'est un travail complémentaire.
كي بدينا كي دخلوا في عمرهم 7 سنين بدينا لهم مرحلة ما قبل التمهيدي قرابها عام ونص قبل البريسكولير تمهيدي ايفاي اللي حنا نقولوا لها ايفاي. كان عندنا بروغرام كتابات جبناهم من عند الجمعيه عطوهم لنا جمعيه انيت الجمعيه الوطنيه للادماج المهني والمدرسي الاطفال تريزوميا. ومن بعد كان عندنا التمهيدي تحضيري قرينا فيه ثاني عام ونص. البروغرام كيف من عند الجمعيه هما اللي عطاونا كتابات. ومن بعد من تما انتقلنا سنه اولى كيف عندنا عام ونص فيها. هذاك العام ونص نقراو بالكتابات تاع المدرسه 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Grâce à la pédagogie appliquée par l'école et les efforts des enseignantes qui sont spécialisées, les enfants en situation de handicap se sentent désormais intégrés en milieu scolaire. Faut pas oublier que les enfants à besoins spécifiques peuvent étudier, réussir, mais surtout avoir une vie normale. Exactement, on a tous droit à une vie normale, on a tous droit à la scolarité, à suivre un parcours scolaire, mais avec bien sûr avec l'aide de tout le monde. Et aujourd'hui, on est en train d'en parler justement avec vous, Farah. C'est le droit à l'instruction, tout simplement. C'est le droit à l'instruction, quelle que soit la différence, quel que soit le trouble. Voilà. Donc ces enfants, on le voit bien dans ces images, qu'ils sont très éveillés, qu'ils maîtrisent le sujet abordé, qu'ils répondent aux questions, qu'ils réfléchissent et qu'ils comprennent tout ce qu'on leur inculque. Donc, que demande le peuple? Après ça, comment ne pas les inclure dans une école normale? Oui, exactement. Aussi, quand on parle d'aide justement de tout le monde, aussi moi je vais parler d'aide des élèves, des camarades. Parce que quand on fait nos consultations, notre dépistage, justement, dès qu'on rentre en classe, que les enfants sachent que c'est l'orthophoniste, c'est la psychologue, parfois ils nous disent ah tata, Hadek, il a ça, mais vous voyez. Donc on a l'aide des camarades. Et justement, on fait à chaque année, on fait des tournées dans les écoles, on fait une action de sensibilisation, on fait des séances d'éducation pour les classes. Donc à chaque classe ou chaque niveau scolaire, dès qu'on sache qu'il y a un enfant à besoin spécifique dans cette salle-là ou cette classe-là, on fait une séance d'éducation pour ses camarades, on explique le trouble selon l'âge des enfants. Voilà. Comment se comporter avec lui, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec lui, ce qu'il faut faire avec lui. Vous voyez, donc on fait ces actions avec les autres enfants qui nous aident beaucoup justement pour que cet enfant soit plus à l'aise dans cette classe-là ou avec ses camarades. Aussi, un autre point par rapport justement à que chaque enfant a droit, on dit toujours non aux parents, parce que les parents, ils ont toujours peur. Est-ce qu'on va intégrer l'enfant ou on va opter pour l'inclusion? Comme j'ai dit au départ, il y a l'intégration, donc c'est une classe spécialisée, il y a l'inclusion dans une classe ordinaire et c'est l'inclusion qui intéresse généralement chaque parent par rapport à la comparaison avec ses frères, avec les voisins, avec ce que la société dit. Donc on dit toujours qu'il y a toujours des solutions. Donc qu'il soit inclusion ou insertion ou intégration, pardon, c'est toujours la bonne solution pour cet enfant. Il faut chercher la bonne solution pour l'enfant et non pas pour l'entourage. Donc, où est-ce qu'il peut avancer? Parce que si on le met dans une classe où il ne peut pas suivre ce programme-là, ça ne sert à rien. Au contraire, on va augmenter les difficultés de cet enfant. D'accord. Voilà. Donc, il y a toujours des solutions. Il faut y croire en cet enfant et surtout, il faut adapter les solutions. Il ne faut pas choisir des solutions qui nous intéressent nous-mêmes. Mais ce qui peut Il faut prendre l'avis des spécialistes et les suivre aussi, les spécialistes, parce qu'ils peuvent aussi, ils ont raison, ils savent de quoi il s'agit. Donc il faut accepter aussi, n'est-ce pas, Madame Farah? Oui, bien sûr. Non, sur ce plan, je suis tout à fait d'accord. Mais comme on l'a dit au début de l'émission, il ne faut pas tout ramener à l'enfant. Il faut quand même prendre en compte l'environnement et tout ce qu'il faut améliorer dans cet environnement. Il n'y a pas que l'enfant, ce n'est pas à l'enfant de s'adapter aux carences d'un environnement, c'est à l'environnement de s'améliorer.
que ce soit par des volontés personnelles, comme l'enseignante. Tout à l'heure, on a dit qu'une enseignante compréhensive peut faciliter les choses, ou bien par des décisions au plus haut lieu. Par exemple, améliorer le programme scolaire, faire en sorte qu'il soit plus facile, plus léger pour tous les enfants, quels qu'ils soient, sans exception. Donc, ramener tout à l'enfant, c'est un peu oublier le reste. Le problème n'est pas l'enfant, mais ce qui l'entoure. C'est un tout. On prend souvent, on se dit que le problème c'est l'enfant ou les parents. Voilà, ou les parents. Donc comment on se débarrasse, on exclut et puis voilà. On peut pas dire que c'est la faute des parents ou bien c'est la faute de l'enfant. C'est vrai, subjectivement, le parent vise le meilleur et forcément imagine son enfant dans un monde ordinaire comme tout le monde, etc. C'est normal, mais ce qu'il faut dire aussi, il faut informer les parents avant d'inclure leurs enfants dans une école. Et là, on parle de tous les troubles. Encore une fois, attention, on ne parle pas de toute difficulté. Toute difficulté. Voilà, il y a des difficultés qui ne sont même pas classifiées, qui sont d'ailleurs encore parfois invisibles au départ. La plupart sont invisibles. Donc, avant d'inscrire vos enfants à l'école, il faut d'abord les emmener et faire un compte-rendu pluridisciplinaire. Et ça se fait aussi dans les centres psychopédagogiques qui sont dans tout le pays. D'ailleurs, il y en a plus de 152 centres, sans compter les annexes. À Alger seulement, il y a une dizaine. Donc, ces centres-là qui sont, je rappelle, psychopédagogiques, ce sont des écoles, en fait, pour les enfants inadaptés à l'école, qui ne peuvent pas, justement, être suivre un programme. Ou bien d'être dans un milieu ordinaire. Ils sont scolarisés dans ces centres-là. Et il se trouve que dans ces centres-là, qu'on trouve toute l'équipe qu'on recherche, pluridisciplinaire, sans oublier, d'ailleurs on en a vu dans le reportage, les techniciens en éducation spécialisée. Ils sont très importants. D'ailleurs, il y en avait même à l'époque où nous étions scolarisés, dans les écoles, il y avait certaines enseignantes qui étaient aussi, elles avaient un bagage d'éducation spécialisée. Et ça permettait de prendre en compte toute la classe avec toutes ces différences. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que ça dépend des cas. Je dis qu'il faut d'abord une appréciation officielle, et de cette appréciation, on inscrit l'enfant dans un cadre légal et sans qu'il soit discuté. Sinon, on peut justement être confronté directement au directeur d'école qui voit la différence et qui n'ont pas on va dire de papier qui puisse les conforter ou bien les rassurer. Très bien. Et on va revenir aussi sur le rôle de l'AVS. On en a parlé. C'est important. Elle accompagne l'enfant pour l'aider tous les jours, pendant les cours, surtout pendant les cours, pour l'aider à comprendre, pour gérer aussi ses crises, pour pas mal de choses. Justement, c'est pour renforcer, on va dire, ce que l'enseignante donne comme cours. Donc, elle est toujours présente, cette auxiliaire-là. On trouve généralement des auxiliaires de vie scolaire, on va préciser, pas sociale. Donc, scolaire, elle est toujours avec l'enfant. Donc, elle est présente, c'est son ombre, on va dire. C'est son ombre, donc elle est là. Parfois, elle refait, parfois, elle le calme, elle gère ses comportements. C'est une personne, généralement, par exemple, nous, au niveau de notre commune, elle vient chez nous, on les oriente comment travailler avec l'enfant au sein de la classe. Parce que l'enfant, il a besoin réellement de sa présence, mais il a aussi autant besoin de son absence de temps en temps. Il faut qu'elle s'éloigne de temps en temps pour que l'enfant ne soit pas trop étouffé par cet auxiliaire-là non plus. Donc, c'est à nous de gérer sa présence et son absence. Et par le temps, on essaye de l'éliminer petit à petit pour que l'enfant devienne de plus en plus autonome. Voilà. Sinon, sa présence aussi peut engendrer d'autres troubles, d'autres difficultés scolaires. Et on va dire, entre parenthèses, yitkel. Donc, c'est parce qu'on cherche justement, on cherche qu'il soit aidé. Voilà. On ne cherche pas qu'il soit dépendant, encore plus handicapé. D'accord. Voilà. Donc si la présence de l'auxiliaire n'est pas correcte ou elle n'est pas bien étudiée ou pas bien formée, donc ça devient un autre handicap pour l'enfant. Et justement, Farah, vous étiez l'AVS de votre fils aussi, de mon propre fils. Exactement. Vous l'avez accompagné en classe. Oui, du fait que les auxiliaires ne sont pas disponibles.
Donc, heureusement, il y a eu des décisions au lieu qui ont permis les proches d'accompagner les enfants de leur famille et ça a permis de faire scolariser beaucoup d'enfants en qui on ne croyait pas. Oui, il y a eu le recrutement de 400 auxiliaires cette année de scolaires, voilà, exactement. Il y a eu des décisions pour aussi autoriser les parents à devenir auxiliaires de vie scolaire pour leurs enfants, pour faciliter, voilà, justement. Oui, pour ne pas rester bloqué, parce que dans les cas où le centre psychopédagogique ou le spécialiste demande une auxiliaire à l'enfant et que cet auxiliaire n'est pas disponible, l'enfant ne rentre pas en classe. C'est un peu... Parfois par manque de moyens ou par manque de personnel, justement. Il n'y a pas d'auxiliaire ou les parents n'ont pas de moyens pour payer cet auxiliaire. Bien sûr, mais bien est-ce qu'un parent peut devenir auxiliaire? Oui, mais comment doit-il se former? Ah, ça c'est une bonne question. Je pense, de mon expérience avec les autres parents, je ne parle pas de moi, je parle des autres parents que je connais, il y en a beaucoup, Dieu sait qu'on connaît pratiquement sur tout le territoire national. Il n'y a pas mieux qu'une maman pour comprendre son enfant. Mais comment même si elle a des carences, je comprends la question, même si elle n'est pas censée être spécialiste, elle ne remplacera jamais une orthophoniste, elle ne remplacera jamais une psychologue, mais elle a des atouts que la psychologue ou peut-être que l'auxiliaire n'a pas. D'ailleurs, c'est pour ça que Madame tout à l'heure a parlé d'un travail de groupe. Il faut qu'il y ait des échanges entre les parents, entre la psychologue, l'orthophoniste, l'enseignante. Il faut qu'il y ait ce genre d'échange pour que le travail soit facile finalement pour tout le monde. Et on risque pas, pardon, juste une question, on risque pas en étant auxiliaire de son propre enfant, on risque pas d'être plus la maman que l'auxiliaire en classe. On arrive à garder le rôle de l'auxiliaire et ne pas... La maman est auxiliaire H24. D'accord. De toute façon. On dit, nous les thérapeutes, on dit que les parents sont des co-thérapeutes. D'accord. Sans l'aide des parents, on ne peut pas arriver à des résultats. Notre travail seul ne peut aboutir à un bon résultat. Le travail seul des parents ne peut aboutir à un bon résultat. Aussi, nous les thérapeutes, on est contre que les parents soient l'auxiliaire de l'enfant, sauf dans des cas exceptionnels. On ne favorise pas. C'est pas qu'on est contre 100%, mais on ne favorise pas ça. On préfère qu'il y ait des spécialistes, des auxiliaires spécialisés pour accompagner cet enfant, pour que la maman garde toujours son rôle de parent, pour qu'elle garde sa subjectivité, qu'elle ne devienne pas objective. Tout à fait d'accord. Voilà, aussi pour que cet enfant peut généraliser ses acquisitions et ses apprentissages. Parce que certainement, la maman à la maison, elle va refaire ce programme-là. Absolument, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et ça serait bien que ça soit le cas, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Non, pas dans certains cas. La plupart des cas n'ont pas le choix, parce que l'auxiliaire n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible. Ces derniers temps, ça commence encore à avancer plus parce que même des psychologues, des orthophonistes qui acceptent de devenir auxiliaires. Oui, non, ça a toujours été le cas. En ce qui me concerne, mon fils avait une psychologue spécialisée en éducation, d'ailleurs spécialisée. Elle avait un master 2, elle était mère de famille. Et elle a très bien fait son travail. Mais elle l'a fait, bien évidemment, ce n'est pas une carrière, ce n'est pas un travail on est bien d'accord, mais elle l'a fait comme stage. C'était une sorte de stage pratique pour elle, pour évoluer, pour mieux comprendre les enfants avec leurs différences. Et ça a arrangé tout le monde. Donc je suis bien placée pour vous dire qu'il n'y a pas mieux qu'une personne formée dans le domaine pour savoir bien prendre en charge un enfant. Cela dit, nous ne nous en sommes pas là aujourd'hui. Donc le fait que nous soyons obligés d'être nous-mêmes auxiliaires de nos enfants, ça prouve qu'on n'a pas trop le choix pour l'instant. Et justement, on a des objets aujourd'hui aussi sur le plateau, des objets que vous avez ramenés. Dans ce fameux monde parfait. Des objets qui aideraient justement les élèves à besoins spécifiques à canaliser justement leur énergie, leurs émotions. On a parlé de facilitateurs tout à l'heure. Il y a aussi des objets à rajouter à l'enseignante, à l'auxiliaire, au thérapeute. Bon, les thérapeutes, ils sont au courant de tout cela, on ne leur apprend rien. Mais pour ce qui est de l'école en elle-même, attention, par exemple,
pour revenir aux enfants avec troubles du spectre autistique qui ont souvent une sensibilité auditive, sensorielle quelque part, mais je parle des problèmes auditifs, c'est-à-dire de la sensibilité exacerbée quand il y a des travaux à côté de l'école, ou bien quand il y a dans l'école, ou bien quand il y a ne serait-ce que la cloche de l'école, l'enfant peut commencer une crise juste pour ça, alors qu'il est en train de suivre le cours. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour aider l'auxiliaire? On sort ce qu'on appelle des coquilles insonorisantes, ou bien des casques anti-bruit, qu'on leur met le temps que cette crise passe. Il y a d'autres choses, il y a plein de choses utiles comme les balles anti-stress qui sont bonnes pour tout le monde d'ailleurs. Tout le monde devrait en avoir au travail, à la maison et en l'occurrence à l'école pour ces enfants et tous les enfants sans exception. Vous savez, même lors des compositions, il serait bon de donner des balles anti-stress à toute la classe. À toute la classe. Par exemple. Donc tout ça fait que ce sont des facilitateurs qui ne sont pas, enfin c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est traditionnel. Et le sablier? Le sablier, ça aide aussi l'auxiliaire ou bien la thérapeute quand il est en cas de crise. Des fois, l'auxiliaire peut emmener l'enfant chez la psychologue scolaire le temps de... Quand elle est sur place, bien sûr. Évidemment, quand elle est sur place, évidemment, quand elle est disponible, et évidemment, quand elle est là. Donc, le sablier aide l'enfant à comprendre qu'il y a un temps à respecter, qu'il a le droit de faire sa crise. On lui donne 5 minutes selon les sabliers, hein. Il y a des sabliers d'1 minute. Oui. Donc voilà, on lui donne 1 minute pour se calmer et pour que aussi, ce sablier peut aussi servir en classe, sur la table, quand il a un exercice à faire, on lui rappelle à chaque fois parce que si ça se trouve, il n'a pas la notion du temps, hein, on oublie ces détails. Donc ça va l'aider à mieux gérer le temps, ça va aider aussi l'auxiliaire justement. Il y a d'autres choses, par exemple ce qu'on appelle les tangles. Là, c'est en cas de crise, on lui donne un casse-tête. Oui. Un casse-tête qu'il essaye de remettre en place. Et ça sert aussi pour les enfants qui ont des troubles, c'est-à-dire d'hyperactivité. Voilà, donc ça aide. Les problèmes de graphomoteurs, vous avez, c'est disponible dans le marché. Oui, les crayons voilà, les triangulaires, les crayons triangulaires. Vous avez des petits machins, en silicone pour mettre sur le stylo pour que ça s'agrippe. Pour le maintien du stylo, etc. Donc, il y a plein de petits objets comme ça, et selon aussi la matière, c'est pas madame qui va me contredire, donc il y a des enfants qui aiment bien toucher plusieurs matières, plusieurs que ça soit rugueux, textures, que ça soit textures, voilà. Et ça les calme. Oui. Et ça les calme. Ouais. Donc, et ce n'est pas des choses dangereuses qui peuvent être placées à l'école. Il peut les prendre avec lui sans problème. Merci, mesdames. C'était très intéressant. On a appris pas mal de choses. On y reviendra sur le sujet de l'inclusion, bien sûr. Pendant toute l'année, on en parle, en tout cas dans l'émission Ma famille, ma vie. Alors, je rappelle, Madame Farah Assid, vous êtes présidente de la Fondation Elias pour l'autisme. Merci encore d'être là. Merci à vous. Je peux dire un dernier mot, bien juste sûr. Un petit conseil aux parents qui se battent pour l'inclusion de leurs enfants. N'oubliez jamais que votre enfant a droit à l'instruction. L'inclusion, c'est passe après, c'est l'instruction d'abord. Exactement. Merci encore Madame Kinza Madi, vous êtes orthophoniste à l'EPSP, vous êtes doctorante en orthophonie, merci aussi pour votre participation. Merci à vous, merci pour l'invitation. Comme elle a dit Madame, on invite toujours les parents à nous consulter, à voir et à avoir notre avis, et il ne faut pas avoir peur de toute solution proposée. D'accord, très bien. Une pensée pour les enfants de Gaza. À chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle ou une guerre quelque part, on ne peut pas ne pas penser aux enfants. Et en ce qui me concerne, les enfants à besoins spécifiques, voilà, donc une pensée pour eux. Et bon courage pour ceux qui sont toujours en vie. Exactement. Et tout de suite, nous passons à la deuxième partie d'émission consacrée aux rubriques.
De retour sur le plateau de Ma Famille, Ma Vie, on est en direct avec vous. Il est 11h dépassé de quelques minutes, 11h10, voilà. On est avec vous jusqu'à 11h30. Et maintenant, c'est place aux rubriques conseils pratiques. Nous recevons Dr Amel Lahrache. Vous êtes hypnothérapeute, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Mounia, et merci pour l'invitation, encore une fois. Avec nous aussi Wahida Salim Sherif pour la rubrique Wisha. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Bienvenue à toi, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, très bien. Aujourd'hui, tu nous parles d'art-thérapie. Exactement. Pour les enfants à besoins spécifiques. Exactement. Très bien. Et tout de suite, place à la rubrique conseils pratiques. Alors, conseil pratique avec vous, Dr Amel Lahrache, nous allons parler du programme que vous lancez sur les réseaux sociaux. On va dire que c'est une habitude, vous lancez souvent des programmes sur les réseaux sociaux. Et ce programme-là s'intitule « Et alors, je suis naturelle ». Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce programme exactement? Oui, Mounia, en fait, régulièrement, je lance des programmes sur les réseaux sociaux afin que les gens prennent conscience un petit peu de leurs responsabilités concernant leur vie, concernant leur bien-être, qu'il y ait des prises de conscience, parce que tous les outils qu'on partage, ce sont des outils accessibles aux personnes. Seulement, parfois, par méconnaissance, elles ne les utilisent pas. Alors, ce dernier programme qui fait suite à 4 programmes qui se sont déroulés sur 2 ans, va mettre en avant l'image de soi. Alors, quand je dis l'image de soi, c'est pas dans un sens un peu narcissique, l'estime de soi, l'amour de soi, pas du tout. C'est plutôt dans le sens l'acceptation de qui je suis tel que je suis. Donc, c'est... Comment? Au naturel. Au naturel. Au naturel. Quand je dis au naturel, c'est-à-dire j'accepte mon corps tel qu'il est en prenant conscience que mon corps n'est pas juste une couverture ou quelque chose à montrer ou quelque chose à mettre en avant, mais que c'est mon outil de vie sur Terre. Mais c'est ce qui me permet de vivre ici et que j'accepte cette merveilleuse création qui est le corps humain, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Quand on n'est pas du domaine, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et si on devait, si tu veux, rentrer dedans et voir toutes ces réactions, toute cette magie à l'intérieur du corps humain, on serait complètement épaté. On arrêterait de se dire j'ai 1 kilo de trop, j'ai une ride, j'ai un cheveu blanc, ou je suis pas assez grand, ou pas assez petit, ou je sais pas quoi. Donc l'idée, c'est un petit peu d'aller sur l'acceptation de soi, d'abord physiquement, mais aussi sur ma sensibilité à moi, qui je suis, sur ma spécificité en tant qu'être humain. Alors, comment définissez-vous la notion de naturel? Et alors, je suis naturel, donc naturel en vous-même, et pourquoi est-ce important? Alors, naturel, si c'est dans le cadre du programme, c'est une série d'exercices où je vais me montrer sous différents aspects, avec un filtre, avec une grimace, en me levant le matin, avec un truc complètement psychédélique, et me rendre compte que c'est juste des apparences. Que naturel, c'est-à-dire que je suis comme je suis au moment T. Maintenant, j'ai envie de ne pas me maquiller, ou là j'ai envie de rire, ou j'ai pas envie, ou je suis naturelle. Bien sûr, je respecte mon environnement, mais je ne vais pas me sentir forcée d'avoir une apparence, ou la forcer de faire les choses parce que j'obéis à ce qu'on appelle la persona qui est mon masque social. Mon masque social, c'est bien, on est là en groupe, c'est normal, je ne vais pas faire n'importe quoi, mais je ne suis pas obligée non plus de garder mon masque social H24. Ou avec moi-même, et croire à ce masque social. Je ne vais pas croire non plus que mon masque social, c'est moi. Oui, exactement. Et à qui s'adresse au juste ce programme? Les adultes, les enfants, les femmes, les hommes? Qui au juste? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, Même les enfants? Même les enfants. Au contraire, on peut le faire avec les enfants parce que c'est assez ludique. Et puis, je suis persuadée que les enfants s'amusent beaucoup plus que les adultes en faisant ces exercices. Et en même temps, on peut inculquer aux enfants des bases dans l'acceptation de ce qu'ils sont. Que ce soit l'image physique ou le ressenti, etc. Bien au contraire, il est conseillé de faire ça avec les enfants, en famille, avec le mari ou l'épouse. C'est pour la famille, en fait. D'accord, très bien. Et justement, j'avais une question, elle est partie. Ou sur le programme Justement, ça sera ludique pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, un exemple d'un exercice à faire pour qu'on puisse comprendre un petit peu? Par exemple, à part les images avec les filtres et les grimaces et tout ça, voilà. Oui, par exemple, il y a un exercice qui consiste à écrire ce qui nous vient par l'esprit le matin. Quand on est de mauvaise humeur le matin, on se lève le matin et ça va pas dans la tête, je suis en train de ruminer. Donc je vais écrire. Je vais écrire ce qui ne va pas, cette pensée qui est en train de tourner dans ma tête. J'écris jusqu'à l'évacuer, parce qu'en fait c'est une partie de moi qui essaie de se manifester de mon matin. Une fois que j'évacue, j'écris, cette partie qui s'est manifestée, c'est libéré, du coup je commence bien ma journée. Donc avec les enfants,
Le matin. Bon, vous allez me dire, il faut avoir le temps, après il faut décider des choses. Hein. Rien, comme disait Einstein, c'est de la folie d'espérer un changement si on fait la même chose. Oui. Donc voilà, donc, vous allez me dire, j'ai pas le temps, la course, etc. Mais des fois, le week-end, oui, le week-end, voilà. L'enfant est de mauvaise humeur, viens, écris, viens, décide, écris, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous allez voir comment ça va être super ludique. Non seulement vous lui apprenez ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire exprimer son émotion. Son ressenti, exactement, par l'écrit ou le dessin, ce qui est magnifique pour le cerveau, mais en même temps, il y a comme une complicité entre maman, papa et l'enfant, parce que l'enfant se dit, maman m'écoute, mais maman aussi, et tu m'aimes parce qu'elle aussi, elle est en train d'écrire. Oui. Elle me montre qu'elle aussi, elle est en train d'écrire son ressenti. C'est un exemple d'exercice super sympa et faisable avec un enfant. Et justement, les émotions en général, on a peur de certaines émotions parce que peut-être qu'on ne sait pas les gérer. On a peur, déjà la peur, c'est une émotion, oui. Et souvent elle n'est pas justifiée. Et on a peur de ces émotions-là, souvent on les refoule à l'intérieur pour ne pas les exprimer, pour éviter de blesser quelqu'un ou de se blesser soi-même, alors que les émotions sont importantes dans la vie de tous les jours. Puis sûr qu'on a peur des émotions. Pourquoi on a peur des émotions? Parce qu'on n'a pas grandi à aimer ces émotions, oui. Qui sont des... En fait, c'est des feux de route internes, Mounia. Vous ne pouvez pas mettre de côté quelque chose de vital. L'émotion vient de l'inconscient qui est en train d'évaluer une situation. On ne peut pas arrêter ça, c'est inconscient. Mon inconscient évalue une situation, il me donne un feu de route. Ça peut être la peur, ça peut être l'anxiété, ça peut être la joie, ça peut être le dégoût. Il veut que je l'entende. Mon inconscient veut que j'entende son message et que j'agisse en l'occurrence. Parce que derrière chaque émotion, une action est attendue de la part de mon inconscient. Quand je comprends que c'est juste une action que je dois faire, ça peut être quelque chose de très simple, respirer, je ne sais pas, méditer, sortir faire un tour, ce n'est pas forcément un glebdenia, l'émotion s'en va. Par contre, si vous refoulez, vous gardez, l'émotion devient un sentiment. De sentiment, elle devient un tempérament. De tempérament, elle devient un trait de caractère. D'accord. C'est-à-dire l'émotion, c'est quelques secondes, hein, mais je garde, ça devient un sentiment. Vous avez parlé de peur, un sentiment de peur. Je garde, ça devient un tempérament peureux. Je garde, ça devient un trait de caractère peureux. Ça veut dire qu'on peut changer nos traits de caractère? On change chaque seconde. D'accord. Je peux vous Parce dire, qu'on dit en général seconde, qu'on ne peut pas changer une personne, que personne ne change. Ça, c'est une croyance. En fait, quand je dis personne ne change et on ne peut pas changer, c'est en fait choisir l'irresponsabilité personnelle. Mounia, on peut changer chaque seconde. C'est-à-dire, à cet instant, je peux changer tout de suite mon mindset, décider de sourire. Parce que le changement est la vie. L'univers, le créateur a créé le changement. Déjà, votre corps est en train de changer. Depuis qu'on a commencé à se parler, vous n'êtes plus la même. Si on avait un microscope, on le verrait. Donc, on peut chaque seconde changer son mindset par des petits exercices. Les gens vont me dire, je vais faire une thérapie. Non. Il y a des petits exercices qui peuvent changer le mindset immédiatement. Et justement, ce que vous proposez n'est pas une thérapie, mais des exercices. Du tout. Ce n'est pas une thérapie. On ne peut pas faire une thérapie sur un groupe Facebook. En groupe, pas du tout. Chaque histoire est une histoire. Si quelqu'un a besoin d'une thérapie, la personne est invitée, d'ailleurs, c'est dit, hein, à demander à consulter quelqu'un ou à s'orienter vers quelqu'un. Là, c'est un programme ludique de prise de conscience, de déclic. D'ailleurs, il dure 21 jours. C'est une version courte, Mounia. En fait, 21 jours, c'est court en fait par rapport à ce genre de programme. Mais l'idée derrière, c'est juste le déclic, la prise de conscience. Et parfois, pour certaines personnes qui ont suivi les programmes sur ce groupe, ça a été quand même un grand pas de changement pour elles. Donc ça dépend des personnes et de ce qu'elles acceptent de faire dans ce cadre de responsabilité personnelle, à laquelle j'y tiens. Alors pour justement participer à ce programme qui a commencé le 13 octobre, vendredi 13 octobre, et qui va durer pendant 3 semaines, pendant 21 jours, voilà. Il faut aller sur la page Change Now, c'est un groupe, ou alors aller directement sur votre profil Amel Lahrache sur Facebook. Où on peut trouver le lien sur le groupe. Bon, bien sûr, pour adhérer au groupe, il y a des questions qu'on pose, c'est normal, c'est un groupe privé, notamment le respect des conditions du groupe. Donc les personnes ont juste à répondre à quelques questions qui sont très simples et ce n'est même pas des secrets d'État qu'on demande, hein. C'est rien du tout, absolument rien du tout. Très bien. Alors nous passons tout de suite à conseils pratiques. Nous allons parler d'art-thérapie et les bienfaits de l'art-thérapie. C'est tout de suite après ceci.
Alors, Wahida, art-thérapie, aujourd'hui, pour les enfants à besoins spécifiques. Exactement. Dans notre rubrique, nous allons voir l'impact profond et bénéfique que les arts ont sur le développement des enfants à besoins spécifiques. On a tendance à ce que les parents pensent à éduquer leurs enfants, les emmener, les traiter, les emmener voir leur orthophoniste, psychiatre, psychologue ou un médecin. Mais ils oublient de les inscrire dans des activités thérapiques et parfois on dit qu'on n'a pas le temps, on trouve des prétextes pour ne pas trouver le temps. Et c'est normal. Donc aujourd'hui, j'ai la solution et je propose des petites idées qu'on peut aussi reproduire à la maison. Donc il faut savoir, j'ai choisi quelques exercices qu'on peut les faire à la maison. Sinon, il y a des associations, il y a des écoles en ce moment qui proposent des séances d'art thérapeutique. On commence par la peinture et le dessin. Donc souvent on se dit, la peinture, il va me salir la maison. Non, il va se salir, ça prend plus de temps, je suis obligée de rester avec lui. Il faut savoir que le dessin encourage l'expression créative, développe la coordination œil-main de l'enfant et favorise la concentration et l'estime de soi. Et c'est aussi un moyen d'expression, c'est un moyen d'exprimer ses sentiments. Donc, et puis si on veut faire de la peinture, on peut très bien s'installer par terre, mettre une grande toile cirée, et puis après on ramasse la toile cirée, et puis s'amuser avec l'enfant. S'amuser, c'est le plus important. Exactement, voilà. Et puis on peut nettoyer d'autres manières. Peu importe, on nettoie tous les jours. Nous, les femmes algériennes, on se connaît entre nous. Donc, il vaut mieux le faire pour la bonne cause et se dire, au moins, on s'est amusé. La maison est sale, mais l'enfant est épanoui et heureux, et c'est le plus important. Exactement. Et puis, il y a l'artisanat et le bricolage. Donc, vous avez vu, en ce moment, on trouve des petits packs pour les enfants, que ce soit des petites perles pour faire des bijoux. Des bijoux et ce genre de choses. Des fils pour fabriquer des bracelets et même faire du crochet. Pourquoi pas s'il y a des enfants qui peuvent le faire. Donc, et même, parfois, il y a des enfants qui recyclent des objets qu'ils trouveront chez eux ou bien en route quand ils rentrent de leur école. Et les mamans, souvent, se disent « Ouais, allez, je te hada, pourquoi tu ramasses tout le temps ce que tu trouves ?» Il faut le laisser, peut-être qu'il va créer quelque chose. Votre enfant a besoin de s'exprimer. En ramassant peut-être une boîte de conserve, vous allez voir le résultat final, vous n'allez pas croire ce que vous allez voir. Continue après. Donc l'artisanat et le bricolage stimulent la créativité, ils développent la motricité fine, renforcent la confiance en soi et enseignent la résolution de problèmes aux enfants. Voilà. Donc si je lui donne un emballage ou un carton, l'enfant certainement il va créer quelque chose. Justement, les enfants, on a beau leur acheter tous les jouets du monde, les derniers cris qui parlent, qui s'allument, qui font tout ce qu'on veut, ils préféreront toujours jouer avec des boîtes en carton, des sachets, des bouteilles, et puis imaginez tout un monde autour de ça, et puis vous dire que voilà, ça c'est un château, ça c'est une fusée, ainsi de suite. Ils ont pas mal d'imagination, donc pas besoin d'acheter des jouets, recycler ce qu'il y a autour de vous. Exactement, et laissez-les jouer, laissez-les s'amuser. Il y a aussi la musique et le chant. Même si on a notre enfant avec une voix qui est désagréable, laissez-les s'exprimer, laissez-les chanter, laissez-les faire des tam-tams sur les tables ou utiliser des boîtes aussi, on en a tous fait. Donc c'est une manière de s'exprimer. Donc la musique et le chant favorisent l'expression émotionnelle, améliorent la coordination et le rythme, stimulent la mémoire et peut aider à développer la communication. Et pour certains enfants qui ont un problème de bégaiement, il faut savoir que le chant est très efficace, ça les entraîne à s'exprimer et à retrouver leurs mots facilement. Très bien. Il y a aussi la danse et le mouvement. Il y a certaines personnes qui se disent oui, mais il ne sait pas danser ou il ne peut pas parce qu'il est sur une chaise roulante, il ne peut pas bouger. Il faut savoir qu'on peut bouger, même si c'est avec juste notre tête ou nos yeux. Ça, croyez-moi, ça nous fait beaucoup de bien. Donc la danse ou le mouvement. Pourquoi j'ai choisi le mot mouvement? Parce qu'on n'est pas obligé de danser avec tout notre corps, on peut juste le faire avec les mains ou avec la tête. Donc ça encourage l'expression corporelle, développe la coordination et la confiance en soi, favorise la confiance et la conscience corporelle. Justement, je rejoins par rapport à, même si l'enfant ne bouge pas ou l'adulte ne bouge pas, il faut savoir une chose primordiale sur notre cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. C'est-à-dire, je peux rester comme ça, je ne bouge pas, mais j'imagine que je suis en train de danser, pour lui, je danse, mon cerveau. Il y a même des compétences qu'on développe juste en imaginant ou avoir la sensation qu'on fait la chose.
des compétences évaluées par des études sérieuses. On peut développer des muscles, on peut développer des compétences juste par l'imagination ou la sensation de vivre les choses. Exactement, effectivement. J'ai commencé à imaginer beaucoup de choses. Moi, depuis c'est un outil qui a à la portée de tout le monde. Depuis que je l'ai entendu, je l'ai vu sur les réseaux de Amel, et ben, j'essaie de travailler mon imagination, surtout le matin, parce qu'on avait parlé tout à l'heure d'un conseil qu'elle donne chaque matin. Il est très important de s'imaginer de belles choses pour avoir une belle journée. Tout à fait. Donc, voilà. Et l'imagination, il faudrait juste qu'elle soit réaliste. Hein. On ne va pas imaginer que je vais sur Mars, bien que peut-être un jour. Oui. Il y a aussi le théâtre et les jeux de rôle. Donc, ça encourage l'expression de soi, l'empathie, et ça développe la confiance en soi, améliore la communication verbale et non verbale. Parce que même quand on peut faire des mimes tout simplement. Donc pour les enfants qui ne s'expriment pas, tout simplement, ils peuvent faire du théâtre en mimant les choses ou en mimant la pièce. Les enfants déjà adorent faire ce genre de choses. À la maison, ils sont là à imaginer. Nous, quand on était petits, la boubouita, oui. Voilà. Donc on imaginait être les parents, ou alors même quand ils sont en classe, ils reviennent à la maison, puis ils mettent en place les peluches, les jouets, et ils font ce qu'ils ont fait en classe. Alors voilà, harf al-ba, exactement. Ainsi de suite, ils répètent la même chose, et c'est une forme de théâtre, c'est une forme de mimétisme et tout ça. Exactement, exactement. Et c'est bien beau de revenir vers ce qu'on faisait nous avant, ce que les parents faisaient quand ils étaient petits. Jouer le bouïta, jouer la marelle, on jouait à la dinette aussi. Et c'était, en fait, on recyclait un peu, on volait un peu de chez nos mamans des objets pour pouvoir jouer et s'amuser, et ça crée notre imagination. Exactement. À partir d'une assiette cassée ou un verre cassé, on pouvait faire des miracles et de très belles choses. D'ailleurs, si on met de côté l'histoire, t'as le ménage, l'ordre, etc., c'est un anti-stress. C'est un excellent anti-stress de jouer avec les enfants et de revenir un petit peu à cet âge qu'on avait, de s'amuser, d'aller vers cette imagination de l'enfant. Excellent anti-stress pour les parents. Voilà, après une longue journée de travail, si on veut déstresser, et si on ne peut pas y aller faire du sport ou faire de l'activité physique, amusez-vous avec vos enfants. À condition d'oublier le ménage. Voilà, c'est ça. De faire Parce une pause. que si on va s'amuser, le souci qui se pose chez les mamans en général, parce qu'on se dit, bon, il reste le dîner, Quel est le plus important, un moment avec un enfant où l'ordre et la poussière et le... Juste te poser cette question. L'épanouissement des enfants est le plus important, je pense. Voilà. Il faut choisir une journée pour faire le grand ménage, et puis les autres jours de la semaine, prendre du temps pour les enfants. C'était donc la dernière information. Merci Wahida pour tout ça, pour ta rubrique, pour toutes tes informations. Merci Amel Lahraj. Alors je rappelle Dr Amel Lahraj, vous êtes hypnothérapeute. Change Now sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et Dr Amel Lahraj sur Facebook pour rejoindre le groupe pour faire ce programme. Merci encore. Merci Mounia. Alors, bonne journée à vous avec les programmes de Canal Algérie. Et moi, je vous donne rendez-vous, on vous donne rendez-vous demain à 10h30, toujours en direct sur Canal Algérie.